Donc Caroline Chevineau, je suis directrice associée au Hub Francia. On est une association loi 1901. On fédère l'écosystème en intelligence artificielle. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 de nos membres. Alors aujourd'hui, on a à peu près une centaine de membres au Hub. On ne les a pas tous fait venir au salon, sinon il n'y aurait eu plus de place. Dans l'ordre et dans le désordre, donc Guillaume Desvaux, président de l'EI Cargo Foundation, William Eldin, CEO de 22, et le colonel Patrick Perrault, coordonnateur d'IA à la Gendarmerie nationale, pas en costume officiel aujourd'hui. Ah, félicitations. Aujourd'hui, l'idée de cette table ronde, c'était de parler d'intelligence artificielle, de parler de gouvernance des données. Au Hub Francia, on a des actions au travers de nos groupes de travail sur ces sujets qui sont critiques pour l'intelligence artificielle, donc tout ce qui va être éthique, formation, acculturation, et aussi ces problématiques de gouvernance. On accompagne aussi sur les appels à projets. Donc, il y a un appel à projet qui est sorti sur ces problématiques de données publiques. Et donc, c'est des sujets que nous, on va essayer de craquer au Hub avec nos membres, justement. Alors, la gouvernance de la donnée, vaste sujet. Donc, quand on parle de gouvernance, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez eu plusieurs interventions aujourd'hui, hier et demain sur ces sujets de gouvernance des données. Est-ce que c'est de la gouvernance technologique, administrative, économique, sociétale ou éthique? C'est probablement tout ça. C'est un sujet très complexe aujourd'hui, la gouvernance de la donnée. C'est très pratique avec les uns qui parlent. Et en particulier, quand on veut exploiter de la data pour lancer des projets d'intelligence artificielle, on va se poser tout un tas de questions autour de la gouvernance de la donnée. Alors globalement, faire des projets d'IA, c'est exploiter de la data. Aujourd'hui, parce que l'IA, c'est souvent mis dans la case machine learning, donc il nous faut de la donnée. Et ce qui est important, c'est d'avoir de la donnée, mais aussi de la gouverner correctement, d'avoir de la donnée de bonne qualité. Sinon, on n'est pas en mesure de lancer ces projets d'IA de façon concrète en production. Donc Guillaume, la parole est à toi. L'association AI Cargo Foundation est focalisée sur tout ce qui touche au transport et la logistique. L'ambition, c'est de fédérer cet écosystème, donc cette filière autour de la data et l'IA. Est-ce que tu peux plus précisément expliquer ce que propose la Fondation et comment tu vois, toi, cette notion de gouvernance dans ce secteur? Merci Caroline. Donc IA Cargo Foundation, déjà, c'est une association loi 1901. Elle est née du groupe de travail du Hub Francia autour du transport et de la logistique. Et on a fait plusieurs constats. Le premier constat qu'on a fait, c'est que pour transformer une filière industrielle, en particulier celle du transport et de la logistique, il fallait, par la technologie, il fallait effectivement arriver à une taille critique pour pouvoir adresser les problèmes de façon un peu systémique, un peu holistique, et identifier les poches d'amélioration, d'optimisation, de transformation. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut arriver à mutualiser, à fédérer, à partager. Et donc, c'est ce premier constat qui nous a amené, dans notre groupe de travail, à réfléchir autour du partage et de la mutualisation de la donnée. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que, comme beaucoup de secteurs industriels, le monde du transport et de la logistique est un monde très atomisé, à peu près 40 000 entreprises, beaucoup de tailles très petites et quelques grands acteurs. Et donc, au titre de la gouvernance de la donnée, la grosse difficulté, c'est arriver en fait à apporter à la filière cet environnement de confiance qui offre toutes les garanties. Garantie de neutralité par rapport à la confidentialité de l'information qui est partagée, garantie d'indépendance au niveau économique, garantie de souveraineté. On ne pourrait pas imaginer effectivement créer un objet commun qui demain pourrait être accaparé par un acteur économique étranger, et garantie de sécurité, puisque derrière ces données se cache en fait le flux du business des entreprises, et donc c'est le nerf de la guerre. Et donc c'est pour ça que IA Cargo a été créé,
et a candidaté à un appel à projet de l'État dans le cadre de la mutualisation des données pour l'IA par filière, avec 2 objectifs. Le premier, créer une plateforme technologique qui permet d'ingérer, d'absorber, de nettoyer, de travailler, de partager de la donnée, et ensuite de l'exploiter par les technologies de l'IA. On reviendra sans doute sur les cas d'usage un peu après. Et deuxièmement, eh bien, on l'a constitué en association avec une mission d'innovation pour assurer cette mission de neutralité et de souveraineté. Une association, ses actifs sont incessibles, ils sont franco-français par essence, et donc on apporte toutes ces garanties au-delà de la technologie sous-jacente qui se cache derrière. D'accord, merci Guillaume. William, chez 22, donc vous êtes une start-up en IA spécialisée sur la computer vision. Hein, oui. Dans la Smart City, si je ne me trompe pas. Yes. On s'imagine tout de suite Smart City, données publiques, du coup un peu réticence à l'exploitation de ces données. Comment vous gérez finalement et comment vous accompagnez les collectivités dans la gestion de leurs data? Ouais, c'est un gros sujet. Bonjour à tous, merci d'être là, c'est très gentil. Ouais, donc 22, c'est exactement ça. On est 50 aujourd'hui, on a 5 ans d'existence. On installe notre logiciel derrière les caméras des villes, donc dans le CSU, à l'endroit où, vous savez, la police municipale monitore justement toutes les caméras. Et en effet, pour reconnaître des choses, détecter des choses, etc., et des cas d'utilisation vachement particuliers, hein, les collectivités, le dépôt sauvage, vous connaissez ça, le dépôt sauvage? Et ben, du coup, pour détecter tout ça, en effet, il faut beaucoup de données. Et cette donnée, c'est un vaste sujet qu'on explore tous les jours. Premièrement, il fallait aller la récupérer, cette donnée. Parce que c'est facile d'avoir des datasets de recherche en ligne, etc. Mais c'est quand même assez compliqué d'avoir les trottinettes Bolt ou les trottinettes je sais pas quoi, ou exactement tous les engins de mobilité précis à Paris ou aux autres villes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé des autorisations de tournage de films, où on a pris des équipes de tournage de films et on leur a donné des endroits où se positionner dans les villes françaises. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autorisation, paradoxalement, parce que c'est comme si on filmait et comme si on faisait un film normal. Donc, du coup, on a envoyé ça tout cet été, même tout l'été dernier. On avait énormément de data, super. Celle-là, elle est libre de droit. On peut faire ce qu'on veut du moment qu'on explique à la ville quelle est la finalité. Et alors, pour détecter un dépôt sauvage, vous imaginez que la ville, elle est OK. Donc, du coup, on envoie ça après à annoter. Donc, chaque image de chaque vidéo, il faut qu'il y ait des gens qui entourent les bons objets de mobilité, les bonnes choses qu'on veut rechercher. Et ensuite, ça revient en France où on l'intègre directement dans notre logiciel. Comment on accompagne la ville? Plusieurs choses. Premièrement, on forme. Parce que mine de rien, c'est compliqué à comprendre tout ça. Le maire, les élus et les utilisateurs, même à la police municipale, il faut leur expliquer comment ça marche. Deuxièmement, on passe à l'action avec un dossier qu'on envoie à la CNIL qui s'appelle un plan d'impact, où on explique en détail chaque finalité. C'est-à-dire qu'on dit avec la ville de Suresnes, c'est dans la presse d'ailleurs, si vous tapez 22 et Suresnes, ce qu'on voudrait faire, c'est détecter, je sais rien, je vais reprendre mon exemple des dépôts sauvages. Donc dans ce cas-là, on fait un dossier et on envoie à la CNIL exactement comment on va pouvoir intervenir derrière et comment on va détecter. Et là, la CNIL souvent nous renvoie, il faudrait bien détailler un peu plus, s'il vous plaît. Pourquoi à cet endroit-là, vous voulez ça? Donc du coup, ils veulent vraiment toute l'explicabilité de la finalité. Et ce dossier-là, une fois qu'il est accepté par la CNIL, il est renvoyé. Et là, on peut exploiter la donnée de la ville. Mais c'est hyper compliqué. J'ai tout synthétisé parce que c'est des allers-retours et c'est des mois entiers. Et c'est beaucoup d'éducation, en fait, parce qu'on voit qu'on est vraiment au début de ce marché-là. Surtout sur la vidéo, parce que la donnée image est quand même un peu plus touchy pour le civil, en fait. Voilà, on ne veut pas donner notre tête, on ne veut pas être suivi, on ne veut pas être identifié, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça va vraiment faire? Comment ça va marcher? Et est-ce que c'est sécurisé pour ne pas déraper, surtout? Oui, c'est ça. Donc, expliquer comment et pourquoi on exploite la donnée pour pouvoir concrètement lancer des projets. Vrai enjeu, vrai sujet. En tout cas, très malin l'histoire. Le film, ça ouais, va, c'est pas mal. le film, ça Après, va. on essaie d'augmenter avec de la donnée synthétique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà, on fait de la 3D et donc on augmente avec les logiciels d'effets spéciaux, etc., les luminosités et tout. Donc, on augmente encore. Et après, on itère. Donc, on aimerait bien faire du transfer learning ou de l'active learning dans les CSU, c'est-à-dire que les opérateurs puissent eux aussi venir ajouter de la data à la volée. Et ça, on est encore à quelques mois, voire trimestres, voire années.
Bon, ça va, c'est pas encore de la science-fiction quand même. Merci William. Colonel Perrault, vous êtes donc coordonnateur IA à la Gendarmerie nationale. Et j'imagine du coup tout ce qui est stratégie, IA, exploitation de la donnée sont au cœur de vos missions. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aujourd'hui vos missions et l'enjeu autour de l'IA et de l'exploitation des données publiques? Alors effectivement, je commencerai peut-être par la fin de votre question, l'enjeu de la donnée, l'enjeu de l'IA. On parlait de gouvernance. Je crois que la gouvernance, elle repose sur un triptyque. Une gouvernance scientifique et technologique, une gouvernance juridique et une gouvernance politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir la connaissance de la donnée dont on dispose. Il faut avoir connaissance de la manière dont on veut l'exploiter. Il faut avoir connaissance à la fois des méthodes scientifiques et avoir une capacité technologique à les mettre en œuvre. La capacité juridique, évidemment, on parle beaucoup d'éthique, mais il y a l'éthique et il y a l'aspect juridique. Dans quel cadre légal on peut effectivement exploiter toute cette donnée? Et la gouvernance politique, quels sont les choix qu'on fait pour cette gouvernance juridique, pour ces choix technologiques? Et ces trois-là sont intimement liés. C'est-à-dire que si on perd la gouvernance technologique et scientifique, et c'est un enjeu considérable, on risque de perdre la gouvernance juridique. Parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a des GAFA, on a des BATX, qui pourraient demain décider du cadre d'emploi de la donnée. Et il faut absolument que l'État soit présent sur ce volet-là. Et si la gouvernance juridique tombe, la gouvernance politique risque de tomber aussi. Alors mon métier, en quoi consiste mon métier? En fait, mon métier consiste autour de la donnée à trouver le point d'équilibre entre la protection des données à caractère personnel, la protection des libertés individuelles, qui font intimement partie de la mission de la Gendarmerie nationale, et la protection des libertés collectives, la protection globale des populations. On a trop tendance, je pense, à parler de la protection des données à caractère personnel. Ça a du sens, mais il ne faut pas oublier non plus la liberté collective, la liberté globale la protection globale de la population. C'est un enjeu essentiel et c'est un point d'équilibre parce que parfois les deux sont contradictoires. Ça peut paraître paradoxal, mais parfois trop protéger les libertés individuelles contrarie la protection des libertés collectives. Et pour ce faire, on s'est engagé dans la voie de l'intelligence artificielle. Et on a choisi une stratégie polysémique, une stratégie à 360 degrés, considérant que l'intelligence artificielle, c'est surtout pas un outil informatique. On considère que c'est un vecteur de transformation de notre organisation et de notre façon de travailler. L'idée, c'est de travailler en proaction, avec une capacité anticipative, et non plus simplement en réaction, même si les deux peuvent être complémentaires. Ce n'est pas l'une à la place de l'autre. Et pour ce faire, cette stratégie polysémique, elle repose sur quoi? Elle repose bien entendu sur une capacité de développement, capacité de recherche. On travaille typiquement, pour être un peu concret, sur des projets d'analyse prédictive de la délinquance. On travaille sur des projets de reconnaissance faciale, de reconnaissance de locuteurs. On travaille sur la problématique des hypertrucages, des deepfakes, dans un cadre parfaitement défini. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur l'aspect formation. Ça a été évoqué tout à l'heure. On met en place des cursus de l'acculturation jusqu'à la formation doctorale, où on a récemment créé une chaire IA et sécurité. Et puis on diffuse tous les 2 mois une lettre bimestrielle à l'ensemble des gendarmes pour s'acculturer effectivement à ce qu'est l'intelligence artificielle. Et entre les deux, on a des formations qu'on est en train de mettre en place pour nos cadres dirigeants pour qu'ils ne soient pas naïfs sur ces questions-là. On travaille aussi sur l'aspect partenariat et mes liens avec le Hub France IA y participent parce que je crois qu'on ne peut pas travailler tout seul dans ce domaine de la donnée et de l'intelligence artificielle. Il faut absolument que ce soit collaboratif. Et le Hub France IA, il fédère un certain nombre d'initiatives, ça participe à la transparence et on a un certain nombre de partenariats dans les territoires également parce que la gendarmerie est avant tout une force des territoires et je crois que dans un salon des élus et des décideurs, c'est important de souligner cet aspect territorial. Et bien entendu, on travaille sur l'aspect éthique, sur l'aspect réglementation, notamment autour des projets avec l'Union européenne. Donc voilà, une vision la plus plurielle possible de l'intelligence artificielle et la plus ouverte vers l'extérieur. Ça n'empêche qu'on a de la donnée sensible, de la donnée opérationnelle qu'on ne diffusera pas forcément vers l'extérieur. Mais en tout cas, nos applications, il faut absolument qu'on soit en capacité effectivement d'expliquer ce qu'on fait et d'être en transparence vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Merci colonel. Revenons sur le sujet de la souveraineté. Aujourd'hui, on se dit l'intelligence artificielle, c'est les GAFAM et les BATX qui ont gagné la bataille.
parce qu'ils ont la donnée, parce qu'ils ont la puissance de calcul. Colonel, aujourd'hui, comment vous voyez les choses en France et en Europe? Comment c'est géré aujourd'hui toutes ces problématiques de données, en particulier la donnée publique, qui est peut-être peu disponible encore c'est un vrai sujet, hein. On est dans une époque formidable parce que les choix qu'on va faire aujourd'hui, nous qui sommes en responsabilité, seront déterminants pour demain. Le choix de souveraineté, on peut avoir une souveraineté pilotée par les GAFA, les BATX. On peut avoir une souveraineté pilotée par le citoyen avec l'open source, l'open data. Et on peut avoir une souveraineté où les États ont encore tout leur rôle à jouer. Je ne vous cache pas que ma préférence va vers cette dernière solution, étant moi-même agent de l'État, mais ça me paraît important. Il ne s'agit pas de s'opposer aux GAFA ou aux BATX, mais ils ont quand même, vous l'avez souligné, la puissance de calcul et la donnée. Quand on regarde l'exemple chinois, ils ont réussi à créer des géants du numérique, et ce n'est pas une mince affaire. Mais quand on regarde comment ils ont fait, en fait, ils ont boycotté Google, ils ont boycotté tous les autres géants du numérique. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont une capacité à collecter de la donnée dans leur propre population. Donc ils ont effectivement un réservoir de données qui est considérable. Et aujourd'hui, ils ont des géants du numérique. Ce n'est pas le modèle à suivre, je pense, pour l'Europe ou pour la France. Il ne s'agit pas de boycotter Google ou les BATX. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas simple de disposer aujourd'hui de géants du numérique. Donc, sur cette idée effectivement de souveraineté, en France, on n'est pas démunis. J'ai parlé du hub, mais effectivement, le hub est créé depuis quelques années. Ça fédère effectivement les initiatives autour de l'IA. Moi, je l'ai découvert il y a peu de temps. J'y suis rentré il y a peu de temps. J'ai découvert il y a quand même quelques années. Et c'est vraiment un hub pluriel. C'est-à-dire que c'est un hub qui s'adresse au territoire. C'est un hub qui s'adresse à la problématique de l'IA pour la cybersécurité, à l'éthique, à la formation, à l'agriculture. C'est vraiment très, très sectoriel. Et je crois que c'est quelque chose qui est aussi à la disposition des élus et des collectivités. Mais il y a aussi des instituts interdisciplinaires qu'on peut souligner. Suite au rapport Villani, on a 4 instituts disciplinaires dédiés à l'intelligence artificielle qui ont pour but de promouvoir la recherche. À cela, je rajouterai aussi la mise à disposition de supercalculateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir de la donnée, c'est bien d'avoir de l'intelligence artificielle, c'est bien d'avoir des chercheurs de haut niveau. Mais s'ils n'ont pas les moyens en Europe, en France ou en Europe, de mettre au point leurs algorithmes et de travailler sur ces outils qui demandent des capacités de calcul assez inouïes, ils s'exilent notamment vers les États-Unis. Donc on a un supercalculateur, j'en parle parce qu'on y a accès depuis peu au niveau de la gendarmerie grâce à Jancy, qui est l'agence du calcul intensif, le grand équipement national du calcul intensif. C'est le supercalculateur Janzé, c'est 28 pétaflops par seconde. C'est un nombre considérable d'opérations à réaliser par seconde. Et aujourd'hui, les méthodes autour du NLP, du traitement du langage naturel, sont extrêmement consommateurs de capacité de calcul. Donc ça, c'est aussi une vraie possibilité. Et puis, on a la politique de l'open data qui est promue par le gouvernement, où effectivement, on travaille, nous, en gendarmerie, à savoir quel jeu de données on peut mettre dans l'open data, de façon à ce que ça puisse profiter à tout le monde. Et on a aussi développé une mise à disposition au profit de la recherche d'un certain nombre de données sensibles, mais qu'on traite sous convention, qu'on traite par des accords de confidentialité. Mais c'est important là aussi de pouvoir mettre ces données à disposition. Donc la France n'est vraiment pas démunie par rapport à ces aspects-là. Il y a beaucoup d'initiatives, encore faut-il les connaître. Et pour parler de l'Europe, actuellement l'Europe travaille sur un projet de réglementation à l'intelligence artificielle qui là aussi est en construction. Il part d'une excellente idée de promouvoir l'innovation en travaillant sur les usages, en essayant d'associer un risque aux usages. Mais il faut faire attention aussi de brider l'innovation en classant trop de nos applications à haut risque avec des contraintes qui seraient contraires au développement de l'innovation. Donc on travaille justement là aussi à cette juste équilibre, parce que c'est important qu'on ait cette capacité à intervenir au niveau européen.
Et je rajouterai un point, c'est tout ce qui est possibilité de financement. On a des possibilités de financement extraordinaires aujourd'hui. On vient de traverser une crise Covid, mais le plan de relance offre des opportunités autour de la donnée, offre des opportunités autour des développements en intelligence artificielle. On a des projets européens qui sont considérables. Horizon Europe, c'est des milliards d'euros chaque année qui financent des projets en intelligence artificielle, qui financent des projets autour de la donnée. Et je crois qu'il faut profiter de cette manne-là. On n'aura peut-être pas les géants du numérique, mais on a capacité, je pense, à conserver notre souveraineté par tous ces dispositifs qui sont mis à notre disposition. Merci colonel. C'est vrai qu'on voit, on en parlait avec Guillaume, tout un tas d'appels à projets qui sortent aujourd'hui autour de l'IA. Profitons-en. Guillaume, justement, tu parlais de souveraineté tout à l'heure. La filière du transport et la logistique, c'est quand même une filière ultra concurrentielle. Est-ce qu'ils sont déjà tous maqués avec des Google ou des Microsoft, ou est-ce que tu vois quand même une petite fenêtre de tir pour promouvoir notre écosystème français et européen sur ce secteur ? Alors, j'ai envie de remonter à un point un peu plus méta pour répondre à cette question. Si on regarde d'un point de vue macroéconomique, on rentre dans l'économie des plateformes. Plateformes au sens technologique, mais plateformes au sens des tissus économiques. On est vraiment dans une plateformisation de l'économie. Or, si on regarde nos amis américains ou chinois, en fait, ils ont par essence, atteint la taille critique nécessaire pour que la plateforme soit fonctionnelle. Une plateforme, elle fonctionne quand elle atteint une certaine taille d'efficacité. Ce n'est pas le cas en Europe. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, non, la filière transport et logistique française, et encore moins au niveau européen, ne s'est organisée pour se mettre dans une logique de plateformisation. Néanmoins, ils n'ont pas tourné pour autant complètement leur organisation vers ces acteurs économiques étrangers. Donc la fenêtre de tir est encore là. Est encore là pour faire quoi ? Alors j'avais dit en préambule qu'on pourrait peut-être illustrer par des cas d'usage. Ici, on est au CELIF, donc on s'intéresse au territoire. Un des grands enjeux aujourd'hui au niveau de notre économie, c'est la transition écologique. Et on voit que les territoires sont très actifs sur ce sujet de la transition écologique. À notre sens, vu du Yacargo, c'est justement principe de subsidiarité, le bon échelon où on doit penser les choses. Et donc un territoire, du point de vue de la logistique, c'est quoi ? C'est énormément de coûts carbone et de pollution en général. Et ça, cette pollution, on voit que dans les modèles de jumeaux numériques que l'on fait, on peut l'effacer en grande partie. On peut l'effacer en grande partie. Comment ? Eh bien, on parle de flux physique, hein, mais vous l'avez tous vécu. Aujourd'hui, on a pris les mauvaises habitudes de commander sur Internet. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, pour remplir la promesse d'être livré sous 12 heures, 24 heures et autres, vous avez une camionnette qui va partir pour livrer un colis. C'est absurde. Et les GAFAM, on prend Amazon en particulier, eh ben, eux, ils ont une taille critique pour remplir la camionnette. Un exemple d'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans un hub logistique Amazon, le livreur, qui souvent d'ailleurs est un sous-traitant indépendant sous-payé, va être maintenu à quai quelques minutes de plus parce qu'une IA a évalué qu'il y avait une forte probabilité pour qu'il y ait X colis en plus qui soient sur son chemin de livraison. Voilà un cas très concret qu'un Amazon, par sa taille critique et l'usage de l'IA, a pu mettre en œuvre. Ce qu'on s'attache à faire au sein d'Yacargo, avec les startups qui collaborent et les grands acteurs comme La Poste, la SNCF, L'Oréal et autres, c'est d'arriver à cette taille critique pour mouliner suffisamment de données et offrir des nouveaux modèles de livraison qui soient plus efficaces en termes d'écologie, plus efficaces en termes d'économie, et donc permettre à notre souveraineté à la fois du point de vue de la filière logistique, donc souveraineté de ces acteurs économiques qui pourraient souffrir, voire périr de cette concurrence déloyale, mais aussi souveraineté numérique, comme l'a évoqué le colonel, puisqu'effectivement, ces technologies, aujourd'hui, elles sont majoritairement étrangères. Donc, on s'attache à développer des technologies qui soient françaises,
privée ou associative, mais qui protège notre économie au sens large. Merci Guillaume. William, la Smart City, les villes connectées, on voit aujourd'hui une grosse fracture, je trouve, entre les territoires peu connectés et les villes ultra connectées, que ce soit en France ou en Europe. Comment tu vois, toi, un peu l'évolution de tout ça au regard de l'exploitation de la donnée, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu pour qu'il y ait plus d'IA, plus de data à l'échelle plus globale des territoires? C'est une très bonne question parce que déjà, ça nous ramène à l'éducation. Je rencontre beaucoup de maires. J'étais encore avec un maire hier soir au restaurant en train d'expliquer la solution. Et c'est vrai que c'est quoi la data ? Qu'est-ce que ça peut vraiment me remonter et à quoi ça me sert tous les jours en fait? Moi, maire d'une commune de 5000 habitants, qu'est-ce que j'en fais de ta data? J'en entends parler partout, alors c'est super. Et c'est vrai, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur... Vous savez, on a des algos derrière les caméras, donc forcément, on est pour les opérationnels en temps réel, mais on essaye de pousser justement des remontées de données dans le bureau du maire, directement sur un écran, en lui mettant, je ne sais pas moi, mais le nombre de vélos qui sont passés sur ces pistes cyclables depuis 1 heure, ou le nombre de, pour revenir sur le dépôt sauvage qu'il y a eu hier soir, ou je ne sais pas, le nombre de voitures qui sont en temps réel dans sa ville parce qu'on maîtrise les entrées et les sorties. Et déjà ça, c'est assez marrant parce qu'il y a un réflexe assez humain dès qu'on branche ce tableau de bord. Ah ouais, mais donc du coup, j'ai 7 poids lourds qui sont passés. Ah, mais il faudrait peut-être que je modifie alors cette entrée pour pouvoir les faire passer à un endroit qui est plus agréable parce que derrière, 1 sur 2 vont se prendre dans le tunnel et ça fait des accidents. Et alors les vélos, là, j'ai vu que justement, il y en avait beaucoup plus sur cette piste cyclable qui est plus petite que l'autre en face où il n'y en a que 5 fois moins. Alors, et du coup, ça commence à monter dans la réflexion le fait d'avoir une hypervision en fait de sa ville et de savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe, à quel endroit, et ça permet d'anticiper des futurs travaux, d'aider même des futurs travaux, de futurs comptages, enfin tout un tas de choses. Donc déjà il y a ça qui est à réaliser. Ensuite, l'étape d'après, c'est faire comprendre que ce qu'ils possèdent en tant que données, eux, ça vaut beaucoup et ça peut justement servir à beaucoup de choses. Pareil, hein, on parle souvent de politique. Alors, je parle de mon domaine avec les caméras. La politique de certaines villes a été beaucoup plus généreuse sur les caméras que d'autres villes. On peut prendre un Nice et un Grenoble où c'est pas du tout la même chose. Un Nice, vous avez plus de 3500 caméras en tout dans la ville, alors qu'un Grenoble, vous en avez une 60aine. Pour autant, les usages, le nombre d'habitants et de ça sont quasiment le même. Donc du coup, en fait, il y a certaines politiques qui ont vachement avancé et qui ont compris que dans le capteur caméra, on pouvait ne pas remonter que de la sécurité. Ça peut faire des milliards de choses. Et je me tue à l'expliquer à longueur de journée à tout le monde. Une caméra, c'est votre œil. Et votre œil, il n'est pas fait pour détecter que de la sécurité. Il est fait pour voir le monde de ces scènes complexes et d'en interpréter tout un tas d'actions à l'intérieur. Donc déjà, faire comprendre cette dimension. Ensuite, lui amener la donnée devant ses propres yeux qui lui permettent de faire son métier avec plus de vue de hauteur, on va dire. Et alors le dernier truc, c'est mais vous avez de la valeur, vous pouvez en faire quelque chose de cette donnée, vous pouvez même la revendre à des sociétés privées, vous pouvez même vous la travailler et vous développer vos propres cas d'utilisation. Donc là, ça passe par la formation, ça passe par de temps en temps, on leur offre l'opportunité de tester nos outils d'annotation, nos outils de captation. Et on fait même des sessions directement dans les CSU, donc derrière les caméras, avec des ingés et des annoteurs de chez nous, où on leur explique qu'est-ce qui est intéressant, comment ça marche, on peut retenir quelle data et ça va servir à quoi derrière. Donc c'est un énorme sujet, la donnée. Déjà, juste la vision, c'est énorme tout ce qu'on peut faire avec. Donc on est vraiment là pour accompagner les villes qui ne sont pas encore bien documentées sur de l'éducation en première phase. Après, les gens qui sont très bien documentés savent exactement quelle finalité et quel cas d'utilisation ils veulent. Donc, dans ce cas-là, on leur explique un peu plus le côté techno et l'influence de la donnée sur la techno. Et après, pour aller un peu en Europe aujourd'hui, on voit en Allemagne des cas d'utilisation qui sont beaucoup plus vers le vert, mais aussi sur la sûreté et la sécurité. Et il y a une politique de la data qui n'est pas tout à fait la même. Là-bas, c'est un peu plus libre, on va dire, sur l'exploitation et l'apprentissage. Quand on explique une finalité, il n'y a pas de frein juridique aujourd'hui en attendant que les règles se posent en Europe. Et en Espagne aussi, on y va un petit peu en ce moment et ils commencent à ouvrir les chakras sur la data aussi.
Mais je ne vois pas de grosses différences, si ce n'est que dans l'éducation, sur le traitement de la data dans les villes. En fait, ça dépend vraiment de la politique et des personnes qui sont au pouvoir. Oui, c'est ça. Donc du coup, là, ce que j'entends, ce qui est rassurant, c'est qu'on est sorti de cette phase de POC, parce qu'on en a eu beaucoup. Ouais, On commence à voir des choses qui s'industrialisent Ouais, pour de vrai, que ce c'est soit ça. dans les villes ou dans les entreprises. Et tout ça, c'est passé par deux choses. Comme tu dis, cette exploitation de la donnée et la formation et sa sensibilisation. Ouais. Donc c'est pour ça que chez 22, vous avez donc développé toutes ces ressources en formation pour accompagner les décideurs, j'imagine, tout profil. Là, Ouais, on sort du technique. Ah ben là, ouais, on sort du technique, on vient dans l'évangélisation déjà, parce que l'IA, ça fait peur. Et dans l'opinion publique, cette peur, il faut essayer de la rendre un peu plus rationnelle. Et surtout, il faut expliquer techniquement, avec authenticité et transparence, comment ça fonctionne derrière. Ce sont des mathématiques, c'est cartésien. Je veux dire, on peut l'expliquer simplement. On peut montrer nos données, montrer nos réseaux de neurones et les apprendre avec d'autres données pour voir les résultats. On peut expliquer ce que c'est que la reconnaissance faciale et la différence avec de l'identification. Enfin, il faut vraiment faire la nuance entre beaucoup de choses. Et cette formation-là, on est obligé de la donner sur plusieurs niveaux parce que autant on parlait du maire et de ses élus, où là la formation est sympa parce qu'on vient une demi-journée, café, on montre des cas d'utilisation, on explique mathématiquement comment ça marche, etc. Donc là c'est plutôt cool. Ensuite, on va former les opérateurs. C'est lui qui va configurer notre outil, c'est lui qui va s'en servir, donc c'est lui qui doit l'adapter à son besoin. Donc lui, on fait une vraie formation d'utilisation. Mais, et les derniers à former, sont les gens qui installent et maintiennent. Parce que vous connaissez les collectivités avec les appels d'offres, les marchés publics, etc., etc. Et donc, il y a des intégrateurs qui sont énormes aujourd'hui, Engie, Erima, Sogetrel, etc., qui tirent la fibre, justement, qui relient les caméras entre elles dans la ville. Donc, c'est eux qui font les travaux, c'est eux qui font tout ça. Eux, on doit les certifier à notre logiciel. On doit leur expliquer. Donc, il y a 3 formations. Il y a une formation d'installation, il y a une formation de configuration et il y a une formation après de maintenance parce qu'on doit vraiment leur expliquer le dessous. Et là, c'est plus compliqué parce que du coup, on demande à des gens qui, historiquement, permettaient en fait d'installer des caméras, de gérer des CSU, etc. Et là, on leur dit, les gars, maintenant, il va falloir paramétrer un outil d'IA. Et c'est du logiciel, donc c'est compliqué. Et là, les formations sont longues, sont techniques, les certifications aussi. Mais c'est ce que je dis souvent, en fait, c'est une fois que vous êtes certifié et que vous savez utiliser des logiciels d'intelligence artificielle dans les villes, alors, dans ce cas-là, vous pouvez le faire un peu partout et imaginer vous-même les cas d'utilisation de demain. Et en fait, ça sert à tout le monde que de former tout le monde. On imagine le futur avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. Donc, formation à fond et à tous les niveaux. Ouais. C'est ça, un peu partout. Colonel, vous rencontrez, vous, des réticences encore aujourd'hui dans le secteur public autour de l'intelligence artificielle ? Oui, alors, ça a été souligné, l'intelligence artificielle fait peur et objectivement, je le comprends, mais je m'interroge aussi, l'intelligence artificielle, c'est une machine. Moi, mon lave-vaisselle, il ne me fait pas peur. Son utilisation, c'est l'humain qui est derrière. Donc, vaut mieux placer la responsabilité où elle est, et je crois qu'elle est autour de l'humain. Alors oui, il y a des réticences à 2 niveaux. Des réticences de l'usager par rapport aux outils qu'on pourrait être amené à développer. Et encore une fois, des réticences légitimes, à nous de les expliquer et de travailler en transparence. Je vais prendre quelques exemples. On travaille sur l'analyse prédictive de la délinquance. Dès qu'on parle de ça, on nous parle de police prédictive et de minority report. Ça n'a rien à voir. On travaille, je vais y revenir, on travaille sur la reconnaissance faciale. Dès qu'on travaille sur la reconnaissance faciale, on nous parle du crédit social en Chine et de la surveillance de masse. Ça n'a rien à voir, en tout cas dans nos applications. On travaille sur les deepfakes, sur comment mieux détecter les deepfakes. Aujourd'hui, la détection des deepfakes est classée à haut risque dans le projet de réglementation européen que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que faire des deepfakes, ce n'est pas une application à haut risque, mais les détecter, c'est une application à haut risque. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous. Alors, je reviens sur quelques éléments pour essayer de rassurer les élus, les décideurs. L'analyse prédictive de la délinquance, c'est un outil qui est explicable, qui est transparent. Comme ça a été dit, c'est des mathématiques. Après, ce n'est pas parce que c'est explicable que c'est compréhensif par tout le monde. Et ça, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'à force de vouloir vulgariser,
on finit par trop simplifier les choses et ça perd de son sens. Donc c'est explicable, c'est publié, c'est publiable. Et c'est transparent dans le sens où, si vous voulez, quand vous utilisez une telle application, vous pouvez expliquer à l'autorité administrative, quel préfet, quel type de lutte, d'opération de lutte anti-délinquance vous allez faire. Vous pouvez aller voir l'autorité judiciaire, le procureur de la République, pour lui dire, voilà, là j'ai besoin de telle réquisition parce qu'on anticipe des faits qui pourraient avoir lieu sur telle ou telle zone. Et puis on peut aller en toute transparence vis-à-vis du citoyen, faire des réunions semestrielles et expliquer la stratégie qu'on met en œuvre pour lutter contre la délinquance, en montrant l'outil qu'on utilise et en expliquant ce qu'il y a derrière l'outil. Et derrière l'outil, c'est des méthodes simplement mathématiques et qui fonctionnent. C'est-à-dire que ce n'est pas Madame Irma, ce n'est pas la boule de cristal, c'est quelque chose d'objectif. Fonctionner ne veut pas dire infaillible. C'est-à-dire que ça commet des erreurs. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à accepter l'erreur humaine, même si elle est beaucoup plus importante que l'erreur d'une machine. Et là aussi, il faut peut-être s'interroger, parce que quand la machine est bien plus performante sur des tâches spécialisées, je crois qu'on peut essayer de l'utiliser. Parce que le salon s'adresse aussi aux décideurs. L'IA, elle ne prend pas les décisions à la place de l'humain. Ou alors, si elle le fait, c'est parce que l'humain a abandonné son pouvoir de décision. Là encore, je mets la responsabilité sur l'humain. J'ai trop d'estime pour l'humain pour ne pas lui mettre la responsabilité sur le dos. Et quand on a un système d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle, ce n'est que de l'aide à la décision. L'humain, il a ce que l'intelligence artificielle n'a pas. Il a le sens de l'évidence. Il a le sens commun. Il a des informations contextuelles d'actualité temps réel que l'IA n'aura peut-être pas dans l'analyse qu'elle va proposer. Et donc la décision, c'est une convergence de tous ces éléments-là. L'analyse de l'intelligence artificielle, c'est un entrant, mais ce n'est pas le seul. Il faut absolument que les décideurs prennent conscience de ça. Et donc on parlait de formation. On travaille beaucoup sur cette notion de formation à la décision augmenté ou enrichi, comme on veut l'appeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, décider avec des outils d'intelligence artificielle, c'est pas comme décider quand on avait simplement une carte et un tableau sur lequel on écrivait. On a une célérité aujourd'hui qui nous est apportée par l'intelligence artificielle dans la capacité à décider. C'est pas simple parce que y a beaucoup plus de données qui sont analysées. Le deuxième niveau de défiance, il est en interne. Parce que là aussi, on travaille, je disais, on a une vision très plurielle de l'intelligence artificielle. On travaille sur notre organisation, on travaille sur notre management ou notre commandement. Et là aussi, ça peut inquiéter le personnel. Parce que le personnel se dit, je vais être remplacé par des outils d'intelligence artificielle. Donc là aussi, on a un devoir d'explicabilité ou d'explication, en tout cas, vis-à-vis du personnel. Il faut utiliser l'intelligence artificielle à bon escient dans des tâches chronophages, répétitives. Ça ne veut pas dire que le personnel va s'en contenter, parce que parfois, même pour moi, même pour nous tous, accomplir des tâches répétitives, chronophages, ça nous rassure aussi. Donc si on dit à l'intelligence artificielle d'accomplir ces tâches-là, il faut l'expliquer au personnel, il faut lui permettre d'évoluer pour accéder à un niveau peut-être plus humain, plus supérieur que de travailler sur une tâche purement répétitive. Et on se pose la question, est-ce que l'IA va remplacer l'humain ? Oui, l'IA va remplacer l'humain sur un certain nombre de tâches, comme ça a été le cas dans tout ce qui est industrialisation. La machine a remplacé l'humain. Les travaux agricoles sont beaucoup moins compliqués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au XIXe siècle. Mais ce n'est pas un souci, c'est-à-dire que ça remplace l'humain sur un certain nombre de tâches et l'humain se repositionne sur d'autres tâches. Donc, mais ça, il faut être capable de l'expliquer et de l'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le subir. Et pour ne pas le subir, il faut s'engager dans la voie de l'intelligence artificielle avec raison, avec responsabilité et de façon progressive. Et quand je parlais de vision plurielle, ça rassemble tout ça. C'est-à-dire qu'on a une période où on enchaînait des POC, des preuves de concept. Et à un moment, le POC, ce n'est pas totalement satisfaisant. C'est-à-dire qu'on fait un POC et après, on industrialise ou pas. Tout projet d'intelligence artificielle n'a pas forcément vocation à être passé à grande échelle.
On peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui répondent à un besoin spécifique et qui n'ont pas besoin d'être passés à grande échelle. Donc tout ça, c'est une vraie analyse que doivent avoir les décideurs aujourd'hui et de bien calibrer leur système d'intelligence artificielle. Donc, pour faire face à cette défiance, à la fois en externe et en interne, la solution, c'est effectivement la formation. Je ne vais pas y revenir, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a une formation étagée et c'est indispensable. Et l'acculturation, je l'intègre dans la formation, c'est-à-dire qu'il faut absolument... Aujourd'hui, c'est assez étonnant, hein, dans notre vie privée, on distribue notre donnée à caractère personnel un peu partout, mais dès lors qu'on met un système étatique, on a une forme de défiance. Donc il faut vraiment acculturer sur ce qu'on propose aux citoyens en termes d'intelligence artificielle, ce qu'on propose à nos personnels en termes d'intelligence artificielle, et qu'il soit lui-même en capacité, non pas de les comprendre mathématiquement, on ne va pas avoir que des docteurs en IA en gendarmerie, ce serait les détourner de leur métier premier. Par contre, il faut qu'on ait quelques docteurs qui soient capables de travailler sur l'explicabilité et puis devant la représentation nationale ou la représentation européenne. Et puis, il faut qu'on ait des utilisateurs, que sont les gendarmes, qui comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle, sans en être forcément des spécialistes. Et vis-à-vis de l'usager, ça participe à la même ambition, c'est-à-dire qu'il faut acculturer l'usager aussi, et qu'il n'ait pas simplement comme connaissance de l'intelligence artificielle, ce qui peut être dispensé dans des revues de vulgarisation, qui des fois simplifient à l'extrême l'intelligence artificielle et qui aiment la caricaturer pour en faire un objet de défiance et un objet de crainte. C'est clair, c'est très de la science-fiction souvent. Et Guillaume, dans ton secteur donc du transport et de la logistique, tu penses qu'ils ont passé le cap aujourd'hui, tous, ou il y a encore certains acteurs qui sont un petit peu réticents vis-à-vis de l'usage de l'IA et de la donnée? Alors, bien évidemment, sur un secteur aussi atomisé que le transport et la logistique, tu vas avoir toute la diversité des profils. Mais ce qui est intéressant, dans Kia Cargo, on essaye d'être vraiment fédérateur et de travailler en collaboratif. Donc on travaille aussi bien avec des startups, avec des acteurs d'État, le ministère des Transports, les territoires, et puis les organes représentatifs de la filière. Donc la FNTR, l'OTRE, France Logistique, bien entendu, qui est membre d'IA Cargo, hein, qui est un représentant dans notre gouvernance. On essaie de faire avancer les sujets pour faire émerger les projets qui aboutiront aux solutions qui vont aider la filière à être plus compétitive, plus performante et plus sobre aussi en énergie. Au sein de nos ateliers, on a senti une inflexion ces 18 derniers mois assez notable, notamment venant des acteurs historiques des transports. Hein, donc on a les gens du ferroviaire d'un côté, la FNTR de l'autre, et puis les représentants de ce qu'on appelle les chargeurs, donc ce sont les donneurs d'ordre, avec la UTF, et des débats assez animés où le point de départ était mais ça fait des années qu'on propose des solutions pour améliorer la logistique auprès de nos clients que sont les chargeurs et ça n'évolue pas pour tout un tas de blocages structurels et autres. Et un shift assez étonnant de la part notamment des donneurs d'ordre qui disent « Non mais vous ne nous avez pas compris, on vous demande de le faire maintenant. On doit changer le système. » Donc la volonté, le point d'inflexion, il est là. La mise en œuvre, elle est complexe, mais la volonté de travailler de concert à la fois pour des enjeux écologiques et pour des enjeux de compétitivité économique, elle est clairement posée au niveau de la filière et au niveau des territoires. Maintenant, reste à la mettre en œuvre. Alors, on fait des expérimentations utiles. Et puis, j'interpelle, et tu me soutiendras, William, l'État sur aussi la mise à disposition et la libération des données publiques. On parlait de caméras, toi, c'est ta source première. Nous, c'est une source utile, évidemment. Parce que quand on va faire du traitement, on va essayer de recomposer par un jumeau numérique, donc un flux physique, c'est un capteur. On ne va pas dire une caméra, un capteur vidéo. C'est une source de données qui va nous permettre de dire, tiens, voilà, ici j'ai le passage d'un élément de transport et logistique. On va pouvoir aller faire des choses que vous faites, qui va être aller détecter par exemple la plaque minéralogique et aller interroger une base de données
qui est gérée par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle la base SIV, dans laquelle on va retrouver les données des cartes d'immatriculation, et en tirer des informations très utiles, totalement anonymes, mais très utiles pour arriver à mieux comprendre le système, le modéliser et proposer des alternatives plus efficaces. Alors, l'État a été interpellé, donc je me permets de répondre rapidement. C'est une volonté de l'État de libérer la donnée. Le Premier ministre a publié une circulaire sur la libération de la donnée publique. Mais c'est vraiment ce qu'on souhaite, parce qu'on ne peut pas tout seul traiter toute la donnée, et il faut aider aussi le tissu économique à traiter cette donnée-là. Pour autant, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il peut y avoir de la donnée à caractère personnel dissimulé. C'est pas simplement un nom, un prénom, enfin vous savez parfaitement, hein. Mais c'est assez facile de revenir à une identification de l'information. Et pourquoi on est prudent, même si encore une fois l'ambition est de la libérer, c'est parce qu'on ne peut pas trop se permettre d'échec. Parce que s'il y a une erreur, on fera 10 pas en arrière. En ayant voulu faire 2 pas en avant, on fera 10 pas en arrière. Donc il faut être extrêmement prudent sur ces aspects-là. Donc encore une fois, la volonté, elle est de le faire. Il faut absolument qu'on travaille ensemble, de façon à avoir la donnée qui vous est utile, et puis qu'on puisse la libérer en vérifiant qu'effectivement, ça ne peut pas porter atteinte aux données à caractère personnel ou aux libertés individuelles. Mais l'ambition, elle est vraiment dans la libération de la donnée publique. Alors, je vais répondre à la réponse. Merci, mon colonel. Peut-être que c'est ce que j'ai proposé à Renaud Vedel, qui effectivement aujourd'hui travaille au ministère pour coordonner un petit peu les sujets autour de l'intelligence artificielle, notamment autour des bases de données un peu sensibles comme la base SIV et autres. C'est peut-être de catégoriser les règles d'accès. IA Cargo est une association, sa vocation c'est de travailler au bien commun. Et notre finalité, effectivement, c'est servir l'intérêt général, et plus que l'intérêt général, le bien commun. Je pense qu'on peut assez facilement démontrer le bien fondé de nos démarches, l'intérêt qu'elles portent et la rigueur de la gouvernance et des respects des règles, notamment vis-à-vis de la CNIL. Et nous distinguer dans notre profil d'un acteur économique prédateur qui, lui, va en faire un usage détourné ou va en exploiter le caractère sensible personnel. Je ne connais pas aujourd'hui de mécaniques qui permettent finalement de faire un accès différencié à ces données. Moi, je l'appelle de mes voeux par la réglementation. Et aussi de façon, je veux dire, plus simple et gracieuse dès lors que ça sert l'intérêt général, et payant et contrôlé dès lors que ça sert un intérêt privé économique. Et il y a un vrai sujet sur cette peur, hein. Enfin, c'est le cœur du sujet, la peur. Et donc du coup, ça fait moi aussi par écho peur, parce que en face de cette peur de prendre une mauvaise décision et de faire une mauvaise action, en effet, il y a la compétitivité mondiale, et à la limite, ça, on saura assumer ou on verra ce que ça donne. Mais il y a quand même une flopée de petites startups et même plein de grosses entreprises qui investissent beaucoup d'argent. Je parle pour moi parce que je connais que mes comptes, mais ça coûte 400 000 € tous les mois, une boîte comme la mienne. Et de ces 400 000 € tous les mois, des fois, on est freiné par la peur justement d'un positionnement étatique sur l'exploitation de quelque chose, alors qu'on aimerait voir des parcelles d'essai un peu plus rapides, des systèmes un peu plus rapides, parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc du coup, je fais exprès, et donc du coup, ce qui est important pour nous, c'est d'accélérer. Je reprends la ville de Suresnes, j'en ai encore pour 10 secondes. C'est vraiment ce sujet qu'on a eu dans la presse avec la ville de Suresnes n'est toujours pas délibéré 1 an et demi après. Et alors, on échange beaucoup avec eux, et avec ces autorités, et pour le coup, on s'entend plutôt bien en plus. Donc, on les comprend dans leur peur, mais on leur dit, mais mettre autant de temps, et le calendrier politique ne fait que retarder encore les décisions. Donc, mettre autant de temps, nous, on est là derrière à tous attendre dans les starting blocks, et finalement, le coup d'envoi, il ne se lance pas vraiment. Quand on dit qu'on sort des expérimentations pour commencer à industrialiser, oui, mais
c'est pas forcément encore blanc, clair, et l'autoroute n'est pas limpide. Et pour avoir fait une autre entreprise avant qui s'appelait Coyote, les petits avertisseurs de radar, et avoir été interdit du jour au lendemain, je reste moi aussi dans une espèce de peur de la non-décision. Et les fonds d'investissement nous le disent clairement. Il y a une menace juridique, elle est présente, et cette menace juridique ne nous permet pas aujourd'hui de risquer à investir des dizaines de millions d'euros dans votre boîte, monsieur, même si vous avez un business explosif. C'est magnifique. Cependant, allez dans d'autres pays, ça nous rassurera. Alors, j'ai chargé un peu, désolé. Il y a la peur et je dirais la confiance. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Parce que je crois qu'il faut être capable de développer des systèmes de confiance. Mais je vous rassure ou je vous inquiète, on a la même ambition, on veut développer des systèmes, on veut avoir de la donnée. Nous-mêmes, on n'a pas capacité à exploiter toute notre donnée. Hein. On n'a pas capacité à croiser nos données. Enfin, on est soumis, comme vous, au RGPD. Enfin, on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre donnée. La donnée qu'on collecte ne nous appartient pas. On doit être extrêmement rigoureux sur l'exploitation qu'on fait de la donnée. Pour autant, encore une fois, le gouvernement, enfin le député Jean-Michel Miss a remis il y a peu de temps un rapport au Premier ministre sur l'utilisation des nouvelles technologies au profit de la sécurité. Et il pousse à l'expérimentation, il pousse à l'exploitation de la donnée. Alors, effectivement, si vous voulez, dans l'open data, il y a d'abord un élément qu'il faut avoir en tête. L'open data, quand on met de la donnée en open data, on ne se pose pas la question de la finalité. C'est-à-dire qu'elle doit être libre pour tout le monde, quelle qu'en soit la finalité. Même ceux qui veulent en faire des choses pas forcément qui servent l'intérêt général. L'esprit de l'open data, c'est de mettre de la donnée à disposition de tous. Et après, par contre, pour des besoins spécifiques, qui participent à l'intérêt commun. On peut travailler par des conventions, on peut travailler par des accords bilatéraux, on peut travailler sur ce genre de choses. Et ça, c'est effectivement à étudier au cas par cas. Mais soyez rassurés. Enfin, je pense que, et ça date depuis quelques années maintenant, hein, mais l'État a vraiment, et Renaud Vedel que vous avez cité, enfin, il participe à cet esprit-là également, à cette volonté de libérer la donnée au profit du tissu économique, au profit du monde de la recherche, parce qu'on avancera comme ça. Et cela étant dit, je m'interroge moi sur un aspect qu'on n'a pas réussi en France et que nos amis les GAFA ont parfaitement réussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de demander de la donnée à l'État. On leur donne tous nos données. Ils ont un système qui fait qu'on distribue toutes nos données aux GAFA, mais pas forcément aux États, ce qui peut se comprendre, hein. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, quand on donne notre donnée à Google ou autre, hein, on va finir par stigmatiser Google, c'est parce qu'on a un service en retour. Et je crois qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est un devoir de pédagogie, de dire qu'est-ce qu'on apporte en retour aux citoyens. Peut-être qu'il sera plus prompt à nous libérer la donnée, dès lors qu'on arrivera à le rassurer, c'est pour ça que je parle de confiance, à le rassurer sur comment on travaille sa donnée, et qu'est-ce qu'on lui offre en retour. Les GAFA ne nous disent pas comment ils collectent notre donnée, ils ne nous disent pas tout ce qu'ils font avec notre donnée, ils nous rendent un service, mais ils ne disent pas ce qu'ils font à côté. Nous, il faudrait qu'on soit qu'on soit plus transparent qu'eux, qu'on soit capable non seulement d'expliquer aux citoyens ce qu'on fait de sa donnée, mais aussi tout ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre finalité que ce qu'on lui a exposé. Mais sur de la donnée publique, ça, on le fait déjà avec la CNIL, les plans d'impact, etc. C'est ça qu'on explique en permanence. Ce qui est, pour moi, le plus dangereux dans tout ça, c'est surtout le temps. C'est-à-dire chaque jour coûte de l'argent aux entreprises privées. Et c'est long, en fait, d'attendre un refus des autorités au bout de 3 mois pour essayer, imaginer, attaquer un autre sujet. En fait, c'est vraiment cette notion de temps que j'aimerais accélérer, moi. Comment elle est prise chez vous, cette notion de temps, et comment vous faites? Alors, on souhaite aussi l'accélérer, mais elle n'est pas simple parce que le temps juridique n'est pas du tout le temps du développement scientifique, n'est pas le temps du développement technologique. Il faut bien se mettre à la place du juriste. Hein. Il doit être capable de concevoir une loi qui est suffisamment englobante pour ne pas être trop spécialisée et qui soit pérenne pendant quelques années. Parce qu'à la vitesse où va la technologie, on pourrait changer de loi tous les ans, quoi. Et ça, c'est une difficulté. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais je pense qu'il y a un vrai travail d'accélération de ces aspects-là.
Mais je comprends effectivement le risque qu'il y a pour une start-up ou pour une entreprise d'être en attente de ces réponses-là. Hein. Mais je vous rassure, alors on n'a pas le risque de survie que vous pouvez avoir, mais nous aussi, on aimerait accélérer le temps bien souvent. Merci à tous les trois. On va bientôt arriver à la fin. Si vous avez un dernier mot pour la salle, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps des questions. Mais allez-y. Dernier mot. Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur ce rapport à nos données et à la confiance. C'est vrai que je ne suis pas sociologue et tout le monde s'interroge sur notre schizophrénie à donner tout aux GAFAM et à voir le diable quand on donne une donnée à l'État. Je pense qu'il y a un vrai sujet de contrat social à refonder. Il y a un lien qui a été brisé et donc là, c'est pas à nous de le faire. Si, nous, en tant que corps intermédiaire, c'est d'y participer. Mais il y a un vrai sujet de société. Est-ce qu'on veut faire société et est-ce qu'on veut le faire tous ensemble? Et à partir de là, il y aura beaucoup plus de facilité pour les juristes à créer l'espace. Et le deuxième élément qui est économico-technologique, oui, les GAFAM ont réussi à massifier la collecte de données. On ne pourra pas utiliser les mêmes procédés qu'eux pour atteindre le même objectif. Donc, travaillons différemment. Moi, je suis convaincu que la France, l'Europe, mais la France en particulier, a dans sa culture d'une économie très sociale, a une puissance particulière dans un monde en difficulté, beaucoup plus résiliente, puisque l'action de l'État est beaucoup plus présente dans l'économie. Accélérons, le Hub en est un exemple, IACargo en est un exemple, accélérons les collaborations publiques-privées pour créer des projets qui viennent résoudre ces problématiques avec des moyens différents que les acteurs économiques étrangers ont pu le faire. Et donc l'État, les académiques, la sphère privée, si on met ces trois composantes-là et un peu d'argent public, ça va le faire. D'autant que l'objectif de l'État n'est pas celui des GAFA. Hein. On n'a pas du tout le même objectif. On a un objectif de bien commun et de mieux vivre ensemble. Ouais. Merci. Vas-y, William. Pour continuer dans le positif, c'est important. Je suis beaucoup allé en Chine. J'ai même installé une partie de mon entreprise là-bas à une certaine époque avant le Covid. Et pour rassurer tout le monde, on est très créatif en France. On fait des cas d'usage et des finalités qui sont très créatives, vraiment. On arrive à mixer certaines décisions, règles, détections pour amener ça à l'humain qui sont beaucoup plus complexes que ce que j'ai pu voir ailleurs qu'en France et en Europe. Donc, premièrement, nos ingés et nos finalités sont vraiment créatives et j'insiste là-dessus, on prend de l'avance là-dessus. Deuxièmement, je trouve quand même que même si je reproche le temps, etc., parce qu'on est tous impatients, honnêtement, on prend bien les sujets, on les fait proprement et on avance avec les autorités. Alors, on essaye de bousculer un petit peu, mais on avance de manière clean. Vous connaissez ce proverbe qui dit que les États-Unis inventent, l'Europe légifère et la Chine copie. Pour le coup, autour d'une technologie outil aussi vaste que l'intelligence artificielle, on a un peu le bon rôle quand même, parce que les États-Unis ne font pas qu'inventer, on le fait aussi beaucoup. Et le fait de légiférer, pour aller aux États-Unis souvent et vendre aussi un petit peu là-bas de nos solutions, ils regardent très très près et ils sont même en train de réappliquer les mêmes règles que les règles européennes. Donc on reste modèle et on reste quand même un peu leader de cette course pour moi. Il ne faut pas paumer de temps dans les 2-3 prochaines années et il faut industrialiser pour développer cet outil et cette aide à la décision. Merci William. Merci à tous les trois. On va laisser la place pour la séance d'après. Merci. Accélérons. C'est ce que je retiendrai. Merci. Et merci d'être venus à tous.